La parole est à Claire Schweitzer. Merci. Ce sera plutôt une intervention sur le thème du logement. Vous nous demandez de valider la niche fiscale octroyée légalement aux organismes HLM au titre du parc social localisé en QPV. Alors qu'aujourd'hui, les Angevins manquent de logements, et notamment de logements abordables, rénovés ou tout simplement décents, je m'étonne que les pouvoirs publics ne s'interrogent pas davantage sur notre politique de gestion des organismes HLM. À quoi cela sert-il d'octroyer des réductions d'impôts à des sociétés comme la Soclova, qui préfèrent verser des dividendes à ses actionnaires plutôt que de réinvestir pour rénover ou construire de nouveaux logements ? Plus de 16 millions d'euros ont ainsi été sortis de la Soclova au profit des actionnaires depuis 2014. Combien de logements peut-on construire avec 16 millions d'euros ? Combien d'appartements et maisons peuvent être isolés du froid en hiver ? Combien de plomberies et de réseaux électriques peut-on rénover pour améliorer l'existence de leurs locataires ? C'est à cela que doit pourtant servir cet argent en priorité. À quoi tout cela sert-il quand nous constatons que plusieurs centaines de personnes se retrouvent sans solution d'hébergement et contraintes de dormir dans la rue, voire d'y mourir, comme cette personne sans domicile décédée dans le parking du Haras à Angers la semaine dernière ? De mort naturelle, nous a-t-on dit. Est-il naturel de mourir de froid dans la rue à 52 ans dans notre riche et prospère cité ? Vous le savez, l'urgence sociale et humanitaire exige parfois de trouver des solutions pour que les personnes en détresse trouvent un toit, un refuge, et ne perdent pas leur vie dans la rue. Ce toit stabilisateur qui permettra peut-être de passer à une autre étape de l'existence. J'ai pu visiter ce vendredi un de ces nouveaux refuges que certains appelleront un squat ou une occupation sans titre. Occupation réalisée sans voie de fait ni violence. Les occupants de cet immeuble, qui il y a quelques semaines encore était un foyer pour jeunes, m'ont montré un lieu qui a mis à l'abri dès le début de la semaine de nombreuses personnes en détresse, des étudiants, des demandeurs d'asile ou familles en attente d'un titre, des femmes seules, des mineurs non accompagnés, des travailleurs précaires. Ils vont y trouver un lit, de la chaleur, un soutien, un accompagnement social. Ces personnes ont désormais un domicile, certes sans titre, mais que nous devons considérer comme légitime. Nous devrions les aider plutôt que chercher à les réprimer. Le droit au logement est un droit humain fondamental, bien plus que l'exigence de rentabilité financière. Notre Conseil communautaire doit s'en souvenir. Merci à vous. Madame Schweitzer. Je vous en prie, Monsieur Goy. Oui, il y a effectivement de façon cruelle un manque de logement. Il suffit d'ailleurs de regarder la poussée énorme des inscriptions, ce qu'on appelle ImoWeb, c'est-à-dire le fichier d'inscription du logement social, puisqu'on est aujourd'hui, je crois qu'on a passé les 16 000. Étant entendu, dans l'agglo, étant entendu que sur ces 16 000, il y en a la moitié qui sont déjà dans le parc, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils sont dans des situations extrêmement agréables. C'est peut-être, s'ils demandent, c'est peut-être parce qu'ils ont besoin de logements plus importants. Mais ce chiffre, il est encore en dessous de la réalité parce qu'on assiste depuis quelques mois à l'arrivée massive de personnes qui arrivent dans les familles et une famille qui a déjà 2 ou 3 enfants, dans un type 3 ou un type 4, il arrive une nouvelle famille avec des types 3, avec 2 ou 3 enfants supplémentaires. On arrive avec 8-9 personnes dans des types 4. Peut-être même certains des types 3. Donc, moi, j'avais demandé, le président a accepté qu'on puisse se réunir sur ce sujet, qui est un sujet ô combien important, mais pour lesquels les collectivités font déjà des efforts très importants. Je rappelle, j'étais d'ailleurs ce matin en communication avec le ministère de nouveau là-dessus, que la taxe foncière est en général exonérée et que l'État ne compense à nos collectivités que 40%, c'est-à-dire qu'on perd 60% de la taxe foncière, c'est-à-dire plus vous avez de logements sociaux, moins vous avez de revenus, ce qui est quand même aussi paradoxal. Puis là, il y a même un trou dans la raquette, puisque pour les constructions de logements sociaux nouveaux, il n'y aurait même plus de taxe d'habitation. Donc comme ça, ça fera incomplet. Donc
il est vrai qu'il faut qu'on accélère les choses, mais il y a une construction, il y a un plan des constructeurs dont on peut penser qu'il n'est pas suffisant, mais on ne réalise pas, et le Président vous le dira mieux que moi, on ne réalise pas les objectifs globaux qui étaient fixés au cours des dernières années. Moi, je crois que ça nécessite une vigoureuse poussée, mais qui ne peut pas être qu'une poussée de l'agglomération, mais une poussée sensible également de l'État. Parce que ce que vous décrivez, c'est, pour certains, effectivement, il faut les soutenir, mais les associations en général le font quand même pas mal, avec des sous-locations dans le parc HLM, mais c'est effectivement un manque cruel de logements. On a vu effectivement des problèmes étudiants et autres. Donc on y est, je crois, les uns et les autres particulièrement attachés. Moi, je soutiendrai toute proposition qui viserait à construire plus, et notamment plus de logements sociaux dans l'ensemble des communes de l'agglo. Madame Schweitzer, moi je vous invite vraiment à faire extrêmement attention sur ce genre de sujet. D'abord parce que les enfants de cette personne qui est morte dans la rue sont venus se plaindre de la récupération politique qui a déjà été faite de la mort de leur père, pour nous passer un certain nombre de messages, puisque c'est quelqu'un qui était connu du SAMU social, du SIAO et de l'ensemble de nos dispositifs. Et je pense que votre intervention ce soir, à la fois par rapport à leur douleur et leur histoire familiale, compte tenu de ce qu'ils sont venus nous conter et nous dire, s'inscrit dans une forme d'instrumentalisation par rapport à une histoire individuelle. Et encore une fois, c'est vraiment dommage que vous n'ayez pas rencontré le fils et la fille de ce monsieur, y compris pour mesurer, comprendre une partie de ce qui a pu se jouer. Et donc je ne vous répondrai pas sur cette partie parce que je considère que le deuil de cette famille doit être respecté. Et si eux avaient fait un autre choix, dans le moment qu'on leur a offert en mairie il y a quelques jours, ça aurait pu prendre cette tournure. Vous jouez aux pompiers pyromanes. Vous encouragez des squats et vous porterez la responsabilité demain, s'il y a un drame dans un lieu qui n'est pas fait pour recevoir du monde, de ce qui se vivra là-bas. Et vous avez ensuite des indignations sélectives. Quand un groupuscule d'extrême droite défendait le droit au logement et la réquisition, vous criez au scandale. Quand ce sont des gens de l'ultra-gauche, vous vous réjouissez, vous les encouragez et vous faites leur promotion. Il n'y a, dans mon esprit, de soutien ni aux uns ni aux autres. Surtout quand il s'agit, puisque vous avez évoqué ce fameux refuge, d'un lieu qui, effectivement, appartenait à un partenaire social de la collectivité, qui a été vendu pour permettre la reconstruction et l'amélioration des conditions d'accueil ailleurs sur le territoire de mineurs qui leur sont confiés, et que la belle histoire qui est racontée ne résiste pas à la réalité des faits, avec des visites toute la semaine dernière d'un certain nombre de professionnels pour préparer la construction de logements sur ce site, et avec manifestement une effraction et une entrée dans les lieux qu'ensuite on fait en sorte d'antidater, comme c'est parfois le cas. Prendre des logements, ça prend du temps. Mais on ne peut pas raconter n'importe quoi. La Soclova, vous adorez raconter cette histoire. Bon. Elle a investi, au cours du mandat dernier, 40 millions d'euros de plus que lors du mandat précédent. Tous ces chiffres sont publics et ils sont tenus à votre disposition. Donc la fameuse farce qui serait racontée en disant des dividendes ont été versés qui ont empêché d'eux, non seulement c'est faux, mais c'est même l'inverse. Il n'y a jamais eu autant d'investissements qu'au cours de cette période réalisée par la Soclova. Quant à ces fameux dividendes, ils nous ont précisément permis d'accompagner des programmes ailleurs sur le territoire pour les mêmes raisons. Et cette espèce de vision qui consisterait à penser que de l'argent doit rester dans les caisses de structures publiques au lieu d'être mis à disposition du plus grand nombre, ça m'interroge profondément sur la vision que vous avez. Nous avons à construire. Mais si dans le même temps, certains s'amusent à multiplier les appels d'air en disant « Venez, n'hésitez pas, il y a de la place »,
Regardez, on va ouvrir des squats, il n'y a pas de problème, on va libérer, on va réquisitionner des logements. Nous n'y arriverons jamais. De ce point de vue, vous jouez aux pompiers pyromanes, doublement, à la fois sur le principe et ensuite de manière spécifique en assurant la promotion d'actes qui sont des actes illégaux. Jamais vous ne me verrez défendre le principe d'un squat, d'une atteinte au droit de propriété. On s'efforce d'accompagner les situations. Nous avons créé des places d'accueil d'urgence au cours de ces dernières années. Nous avons augmenté la capacité du PASS. On a augmenté le nombre d'appartements qui sont confiés, qui sont sous-loués à des partenaires dans des quantités de réseaux. En revanche, les motivations politiques de ceux dont vous parlez, elles affleurent derrière le droit au logement qui est un alibi facile pour aller mobiliser toutes sortes de causes et de convergences. Oui, nous avons à construire sur notre territoire et c'est ce que nous nous efforçons de faire. Il a d'abord fallu qu'on mette fin à des blocages de documents d'urbanisme parce qu'on s'est retrouvé avec 2 schémas directeurs consécutifs qui ont été annulés compte tenu de la faiblesse avec laquelle ils avaient été préparés par le passé. Et de ce point de vue, la ville et indirectement l'agglomération ont abordé le début des années 2010 avec un retard qui était lié aussi à ces annulations de nos documents d'urbanisme. Depuis, on est à la fois dans une course qui consiste à augmenter le nombre de logements que nous construisons et à lutter contre une hyperdensification qui a comme conséquence d'accélérer l'étalement urbain. Donc je défends dans un même mouvement le fait d'aller construire des logements dans lesquels les gens ont envie d'habiter, parce que quand vous les mettez à touche-touche, comme ça a été le cas sur les premières tranches des Capucins, la conséquence, c'est qu'on n'a pas augmenté le nombre de logements dans ce secteur, mais on a aidé les écoles de Brissac, de Marseille et de d'autres secteurs à se remplir. Et donc, il faut à la fois assurer une construction de logements sur notre territoire et le faire dans un contexte avec une densité qui doit être plus élevée que la densité moyenne qui a été faite ces dernières années pour éviter d'aller gaspiller et grappiller sur des terres extérieures. Et pour autant, faire en sorte de garder une ville avec de la nature, avec des espaces qui soient effectivement perméables et qui s'inscrivent dans cette logique pour ne pas déconstruire dans quelques années ce qu'on aura construit de manière trop massive et trop dense. C'est l'angle sur lequel nous sommes. Et donc, au-delà des postures et des positions, il y a ceux qui travaillent et qui s'efforcent de trouver des solutions, et il y a ceux qui sont dans le buzz, dans l'agite-propre ou dans la provocation. Je ne suis pas surpris que vous soyez dans ce camp, mais je me désole de la très grande responsabilité que vous prenez si le moindre drame devait arriver.